Bonjour, je suis Anne-Sophie Suppiot. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Bienvenue à tous dans cet épisode de bonus hors série, vous l'appelez comme vous voulez, plein de sens. Ça s'appelle J'y crois pas. Et une fois par mois, on va s'intéresser à des sujets tels que la spiritualité, la vie après la mort, les énergies, la méditation, la haute couture. Non, pas celui-là. J'y crois pas, tu vois. Bon, on y va, on écoute. Ça me ferait plaisir, oui. J'y crois pas. Merde. Aujourd'hui, on vous présente Christelle. Elle s'appelle d'ailleurs Christelle Dubois de son nom de famille. On est trop content d'accueillir Christelle parce que, pour vous dire la vérité, ça fait des semaines et des semaines qu'on essaie de s'appeler pour caler un podcast parce que Christelle, elle en a sous le pied, comme on dit. Hein. C'est dommage que cette phrase ait été mal articulée. Non, franchement, il manquait des mots, des syllabes, mais on peut reconstruire cette phrase à la maison comme un petit puzzle. Oui. J'ai envie de dire que ça nous occupe. Amusez-vous. En fait, en réalité, avec Christelle, aujourd'hui, on va parler du deuil et c'est vraiment un sujet que j'aime. Parce que je trouve que c'est un sujet qui fait peur. Le deuil, ça touche forcément à la mort et il y a un espèce de tabou qui est autour de ça. Bah, moi aussi, j'en ai sous le pied, je vais te dire. Hein. Attends, moi, je suis allée jusqu'en CP, donc je vous étale ma science. Ah, et pas mal. Non, mais c'est vrai, le deuil, c'est la mort et du coup, il y a un gros tabou et je trouve ça super qu'on puisse en parler pour pouvoir peut-être aider des gens. Bonjour Christelle. Bonjour à vous deux. Coucou. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Christelle. Avant d'expliquer un peu qui tu es, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux déjà te présenter en nous disant peut-être ce que tu fais dans la vie en rapport justement avec le deuil ou la mort, puisqu'apparemment ça se ressemble un peu les deux. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis gérante de pompes funèbres. En fait, j'ai créé mon agence de pompes funèbres pour pouvoir justement accompagner au mieux dans ce deuil, enfin dans ce démarrage de deuil, parce que moi, j'interviens vraiment dans cette phase de démarrage de processus. Et voilà, tout simplement. Donc, le deuil, je le côtoie tous les jours. Alors, le deuil, je voulais dire, juste pour rebondir un petit peu avec Anso, ce que tu as dit, le deuil n'est pas forcément que suite à la mort d'un proche. Hein. C'est aussi, ça peut être le deuil d'un boulot, le deuil d'une vie de couple. Enfin, voilà. Mais voilà, on le voit plutôt. On le voit plutôt sous le format lié à la mort parce que voilà, mais au jour d'aujourd'hui, on en parle un peu plus de ce mot deuil qui est un peu plus large que le côté mort. Non, tu fais bien. Nous, me concerne. Toi, c'est la mort, ton domaine de compétences, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que moi, j'ai fait genre le petit malin. Tu vois, je t'ai humilié une fois de plus dans la classe. Je fais souvent ça, Anso. Et là, Christelle, elle vient de me dire attention, Grégory. Deuil, c'est pas lié qu'à ça. Et tu m'as tiré les oreilles et t'as bien fait. En même temps, ça montre que je manque un peu de connaissances. C'est peut-être dû à mon cursus limité qui est allé jusqu'en CP. Mais pas du tout. Ce que tu disais, au contraire, du coup, était très intelligent. Ouais. Et donc, toi, tu interviens. Donc, les gens peuvent trouver ça un peu bizarre qu'on parle dans ce podcast de deuil, dans le sens où on se dit, ok, oui, ça fait partie de la vie, mais déjà, en quoi, toi, ça a de l'importance dans ta vie d'aider des personnes à faire leur deuil? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as ce lien justement avec l'après-vie et pourquoi tu as cette envie d'être là auprès des gens, non pas seulement pour les assister dans tout ce qui est technique, organiser les funérailles, mais pour apporter un tout autre soutien aussi? Alors, c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose que j'ai vécu depuis toute petite, hein, parce qu'en fait, ce monde de la mort, je le côtoie depuis toute petite sans faire partie du milieu funéraire, hein, parce que je vois les morts en quelque sorte. Alors, c'est un peu sensationnel de dire ça, mais l'après-vie je vais pas dire me poursuit, mais je côtoie un peu l'après-vie depuis toute petite. Donc en fait, très vite, c'est devenu une évidence pour moi d'accompagner les vivants dans cette étape de mort, parce que ce que je vois avec mes yeux de médium en quelque sorte, si ça peut aider les gens en fait à comprendre le processus, etc., c'est ce qui m'apporte le plus. Donc au final, très vite, cette orientation s'est présentée à moi. Alors ça a démarré en étant aide-soignante, hein, parce que ça a été mon premier métier, d'accompagner la mort et le processus du mourir quelque part. Et pendant plus de 10 ans, j'ai fait ça. Et très vite, cette frustration de ne pas pouvoir aider les vivants plus dans cette compréhension, en fait, ça a été voilà, une frustration. Donc, de fil en
je suis arrivée à ce métier. Donc, je ne peux pas dire que c'est pour aider les autres. Quelque part, je vais être très honnête. J'aime effectivement aider les autres, mais dans un but premier, c'est vraiment un cheminement intérieur que moi, j'ai fait. Voilà. Et comment ça se traduit, Christelle? Tu dis que tu as toujours été en contact avec les morts. Comment ça se traduit? Comment ça a démarré? Comment tu t'en es rendu compte aussi? Alors, ça a été un cheminement qui a été super difficile pour moi parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose lorsque j'ai eu un accident de voiture à l'âge de 8 ans, en fait, où lors de cet accident de voiture, je me suis retrouvée un peu dans un espace que je ne pourrais même pas définir parce que je me suis retrouvée dans un univers où j'ai retrouvé un grand-père, enfin mon grand-père qui était décédé quand j'étais petite. Je l'ai jamais connu, ce grand-père, parce que j'avais 9 mois quand il est décédé. Mais dans cet univers, dans ce monde-là, je l'ai retrouvé. Je savais que c'est lui. Je savais que c'était lui sans même qu'il me parle. Donc en fait, dès lors de cet accident de voiture, c'est comme si ça avait ouvert quelque chose en moi que j'avais pas forcément découvert auparavant. Ça veut dire qu'avant l'âge de 8 ans, j'ai pas souvenir d'avoir vécu des trucs de fou, quoi, en fait. Et suite à cet accident de voiture, c'est là où je me suis rendu compte que... Oui. Non, vas-y, je me suis raclé la gorge, mais tu fais bien de le souligner parce que c'est très, très mal poli. Et t'inquiète pas, il va faire beaucoup ça. En ce moment, il a un problème de gorge. Ouais, je suis un peu malade, donc j'ai des problèmes gastriques aussi. Il va y avoir des bruits. C'est un spectacle son et lumière, ce podcast. Je vous demanderai de respecter le show et de ne pas perturber les artistes. Magique. Vas-y, Christelle, je t'en prie. Donc, en fait, suite à cet accident de voiture, je me suis retrouvée face à des... Moi, je les appelle des personnages parce que à cette époque-là, je n'avais pas encore compris que c'était des personnes qui étaient décédées, etc. Donc, je voyais des personnages surtout dans la phase de réveil. C'est-à-dire quand je me réveillais le matin, tac, j'avais quelqu'un qui me regardait au pied de mon lit. D'accord. Et ce quelqu'un disparaissait comme une bulle de savon, en fait. Tac, ça y est, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est plutôt ma phase clairvoyance. C'est-à-dire quand j'ai commencé à voir des personnages, des gugus. Enfin, non, c'était pas non plus des trucs d'horreur. C'était des gens, quoi, des personnes qui étaient là que je ne connaissais pas. Donc, tu n'étais pas dans des images atroces de gens, par exemple, qui pouvaient avoir des blessures? Non, je ne suis pas comme dans le film Ghost Whisperer avec Melinda Gordon qui voit les super... Déjà, qui est rayonnante quand elle sort de son lit. Ouais. Moi, je ne suis pas trop rayonnante. Et moi, ils apparaissaient pas sous le format défiguré, etc. C'était des personnes qui m'observaient. Et Christelle, comment tu l'as reçu ça? C'est-à-dire que quand ça a commencé, tu as éprouvé de la peur ou tu t'es sentie tout de suite très à l'aise et il n'y avait pas de problème? Non, je peux pas dire que je me suis sentie très à l'aise parce que c'est pas le cas. Peur, j'ai toujours été froussarde, donc oui, mais je peux pas dire non plus que ça a été la peur de ma vie. En fait, je comprenais pas pourquoi ils venaient m'observer, je comprenais pas pourquoi ils étaient là. C'était plutôt du questionnement. Qu'est-ce qui fiche ça, en fait? Alors, ma mère m'a dit il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai, je m'en souviens, je finissais toujours ma nuit avec le drap sur le dessus de la tête et je me laissais un petit trou pour respirer, en fait. D'accord. Parce que je me sentais observée. Mais je ne peux pas dire que ça a été effrayant non plus. De l'incompréhension. Et est-ce qu'il y a eu une phase 2, du coup, après cette phase d'incompréhension? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu es rentrée en interaction avec ces personnes? Ouais. Il y a eu la phase 2 quand j'étais vraiment dans la période adolescente, où là, pour le coup, j'ai eu ce qu'on appelle la clairaudience. Donc, c'est-à-dire que j'ai entendu des voix. Alors, dans l'actualité, c'est pas génial de dire qu'on entend des voix, mais voilà, ça s'est matérialisé comme ça. Et là où j'ai vraiment pris conscience que ce que je vivais, j'étais face à des personnes qui étaient décédées. C'était lorsque j'étais en voiture avec mes parents et mon père était pompier professionnel. Et on était en train d'aller à notre maison de campagne et tout. Et d'un seul coup, dans ma tête, j'entends crier, j'entends des pneus qui grincent et j'entends un impact. Enfin, j'entends du bruit, en fait. Et 3 secondes après, mon père dit à ma mère « Ah bah, tu vois, c'est là qu'on a fait l'accident l'autre jour où le jeune s'est tué. » Et là, je me suis dit, à l'intérieur de moi, j'ai pris comme un grand coup de froid. Rien qu'en racontant cette expérience, je ressens le froid à l'intérieur de moi de me dire,
mais mince, enfin, j'ai pas dit mince, j'ai dit même le gros mot merde. Oh là là. Oh là là. T'étais une enfant clairvoyante, mais mal élevée. Et le côté, mais merde, ce que je vois, ce que j'entends, c'est des personnes qui sont décédées, en fait. D'accord, donc toi, t'as revécu quelque part de manière auditive l'accident sans savoir qu'il avait eu lieu, puisque ton père en a parlé juste après. Et t'en as parlé avec eux? T'en as parlé avec tes parents tout de suite ou tu l'as gardé pour toi? Non, j'en ai jamais parlé avec eux. C'était pas une famille très comment dire, ouverte à ces trucs de médiumnité. En plus, on n'en parlait pas. C'était assez tabou aussi. Il n'y avait pas Internet non plus. Donc, je suis restée assez isolée, en fait, face à tout ce que je vivais. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, là, tu commences du coup à entendre des choses. Et est-ce que du coup, tu vas partir en quête de quelque chose? Est-ce que tu vas essayer de rentrer en communication avec ces gens? Ou est-ce que tu vas essayer de comprendre des messages pour les retransmettre ou pas? Non. Là, je rentre en mode foutez-moi la paix et laissez-moi tranquille. Je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous entendre. Là, c'est la fameuse période où j'ai à peu près. Alors, j'ai commencé à entendre, j'avais 12-13 ans, et après, je suis rentrée dans cette phase de colère, en fait, où je ne voulais pas qu'ils m'approchent, je voulais pas les voir, je voulais pas les entendre, mais ils n'écoutaient pas. D'accord. C'est-à-dire que c'était plus fort que moi, en fait. Et est venu par-dessus se greffer un peu le côté hypersensibilité, c'est-à-dire avoir des émotions qui m'appartiennent pas. En classe, c'était hyper compliqué parce que j'étais hypersensible, donc dès que la maîtresse me regardait, ça y est, je prenais pour moi, comme si elle m'en voulait. Enfin bref, je partais un peu dans une sorte d'imaginaire, un peu d'hypersensibilité. Donc en fait, moi j'ai été vraiment en totale rébellion de ça jusqu'à mon second accouchement, donc pendant bien une dizaine d'années, où là, j'ai vécu encore une expérience quand j'ai accouché de ma fille. Ouais. Donc ça, c'est ta deuxième? Ça, c'est ma deuxième Et expérience. tu as failli y passer, c'est ça que tu disais? J'ai failli y passer parce que j'ai fait une hémorragie lors de cet accouchement. Et en fait, le truc, c'est comme un cauchemar, comme un film de cauchemar, comme un film d'horreur. Ouais. En fait, j'ai eu ce qu'on appelle un placenta bas inséré, en fait. Et personne l'a vu, aucune échographie l'a vu, alors que c'est impossible de passer à côté, mais ils sont passés à côté, ce qui fait qu'on aurait dû programmer une césarienne, etc. Sauf que vu que personne n'a vu que j'avais cette anomalie, entre guillemets, j'ai commencé j'étais à terme de ma grossesse et j'ai commencé à avoir des contractions, etc. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, donc le processus s'est mis en place et à un moment donné, j'ai fait une hémorragie. Et là, la sage-femme est passée en mode urgence. Donc, ils ont commencé de me préparer pour partir en césarienne, mais la salle d'accouchement, la salle d'opération était prise. C'est pour ça que je dis que c'est le scénario film d'horreur. Oh là là. Ouais, c'est vraiment le jour de pas chance, quoi. Le truc. Et puis, au final, je saignais beaucoup. Je commençais à perdre toutes mes forces et je commençais à vraiment à partir un peu dans les vapes. Et j'ai vu une lumière à ce moment-là, mais c'était une lumière un peu comme un brouillard, tu vois, comme des phares, plein phare allumés en plein brouillard. Ça, c'était bouillasseux, c'était tout ça. Et cette lumière, c'est elle qui approchait de moi, en fait, petit à petit. Je ne me suis pas sentie aspirée dans un tunnel ou quoi, comme on peut entendre dans des expériences de mort imminente. Moi, c'est plutôt la lumière qui est venue à moi. Et au moment où elle a commencé de m'entourer, j'ai entendu la sage-femme dire « Stop, stop, poussez plus, le bébé est là ». Poussez plus, j'avais pas la notion de pousser. Parce que moi, à la base, j'avais pas prévu, ouais. Dans cette phase où je commençais à partir dans les vapes et tout. Et en fait, ma fille et moi, on est ressortis en bonne santé de cette expérience. Et là, je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. Il va falloir que je remercie le ciel ou je sais pas, je remercie un peu tout ça pour être sortie vivante et ma fille aussi. Donc là, j'ai accepté d'entrer en communication avec les personnes qui étaient passées de l'autre côté. Et là, j'ai accepté en quelque sorte ces capacités que j'avais refoulées à fond et tout. Et là, j'ai pu entrer en interaction avec eux
et rentrer dans la grande aventure de la médiumnité partagée avec le public, entre guillemets. Si je peux faire une mini parenthèse, j'ai souvent entendu parler en matière de médiumnité qu'il y avait souvent des portes ouvertes quand on était tout petit. Donc tu parles de l'enfance, il y a apparemment beaucoup d'enfants qui ressentent des choses quand ils sont petits et qui n'en parlent pas forcément. Après, ça peut se refermer et puis j'ai l'impression qu'il y a des phases de vie où ça peut se réouvrir. J'ai entendu parler de l'adolescence. Pareil, où on peut ressentir encore des nouvelles choses et là, quelque part, on choisit, consciemment ou non, de s'ouvrir ou de fermer définitivement. En gros. Et le truc dont j'ai entendu parler aussi souvent, c'est pour les femmes, quand elles accouchent, le moment où elles deviennent maman. Alors, sans que ce soit, tu vois, comme toi, ma femme aussi, elle a fait une hémorragie, c'est affreux. Quand tu passes si près de la mort, c'est pas ce que tu vois dans les films avec des acteurs américains aux dents parfaites qui rigolent. Toujours bien maquillés, en effet. Non, là, tu es des fois confronté à une réalité très difficile, donc déjà bravo à toi d'avoir surmonté ça et heureusement que t'es là. Merci. Parce que je parle égoïstement pour le podcast, parce que là on est en train d'interviewer personne, quoi. Donc on s'ennuierait. Non, quelqu'un d'autre, mais il y a bon. moins de contenu. Oui. Mais on est d'accord qu'il y a ça aussi. Enfin, est-ce que c'est vrai ces 3 phases donc pour un accouchement réussi aussi, est-ce que c'est normal dans ces 3 phases de vie qu'on puisse ressentir des choses, entendre des choses ou peut-être voir des entités? Oui, ces phases sont importantes et je pense que c'est aussi la maturité aussi. Est-ce qu'on est prêt ou pas à recevoir ce genre d'expérience? Souvent aussi, alors moi j'ai entendu, pas que lors des accouchements, il y a aussi lorsqu'on a perdu un être cher, un enfant, un conjoint, un parent. Ça va redévelopper en fait les capacités médiumniques. Et j'ai des consoeurs médiums qui ont redéclenché en quelque sorte cette médiumnité suite à la perte d'un enfant en l'occurrence. Donc j'ai l'impression qu'on doit vivre ces chocs un peu émotionnels pour déclencher un peu le canal en quelque sorte et encore une fois être dans la maturité de pouvoir accepter la suite, parce que la suite, elle n'est pas... Justement, avant d'aller dans la suite, moi aussi, j'aimerais faire une mini parenthèse. Ça veut dire que entre l'adolescence où tu as fait une sorte de rejet et ton deuxième accouchement, il s'est passé 10 ans, c'est ça? C'est ce que tu disais? Et du coup, pendant ces 10 ans, il s'est rien passé. C'est-à-dire que tu t'es totalement fermée. Est-ce que tu en as quand même parlé autour de toi? Est-ce que tu t'es quand même renseignée? Alors, 10 ans où j'ai quand même eu cette hypersensibilité. Ça veut dire que je ne voyais plus, je n'entendais plus, mais j'avais cette hypersensibilité, ce côté intuitif. Voilà, ça, je l'ai toujours gardé. Quand j'ai rencontré mon mari, Sébastien, j'avais 18 ans, donc j'étais relativement jeune. Et très vite, je lui ai parlé de ce que je vivais. Sans dire le mot médium. D'accord. Voilà, je lui disais ce que j'avais vécu étant gamine, machin. Ça a été vraiment la seule personne avec qui j'ai pu en parler parce que ma famille n'était pas ouverte à tout ça, encore une fois. Des amis, j'ai passé pour la Rémi sans famille, je n'ai jamais eu d'amis spécialement. C'est juste qu'ils sont invisibles et qu'ils te regardent dormir, quoi. Le problème, c'est que j'ai toujours été un peu isolée, en fait, dans ma bulle, avec cette hypersensibilité. Donc, du coup, dès que j'avais des copines gamines, elles profitaient un peu, dès que j'en parlais, ça profitait un peu. Ah, on va faire la Ouija et tout. Enfin, c'était pas le genre, c'était pas mon trip, quoi, en fait, de faire ça. Donc, du coup, voilà, la seule personne à qui vraiment j'ai parlé de tout ça, c'est mon mari, au final. Et pour des personnes qui nous écoutent et qui peut-être ressentent des choses sans savoir si c'est de la médiumnité ou pas, est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui sentent soit des sensations dans le lit le soir, comme si on venait nous caresser, soit qu'on nous chuchote un truc à l'oreille, on se réveille d'un coup, soit on a l'impression de voir passer quelqu'un, soit pour des gens qui ont vécu la perte d'une personne et qui ont vu cette personne dans la cuisine. Genre, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un parent, je l'ai vu vraiment et où je le vois régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul conseil que je peux vraiment préconiser, entre guillemets, c'est vous n'êtes pas fou. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce que je ne suis pas partisane d'aller développer ses facultés, ses perceptions vers des ateliers, des formations. Alors ça, je suis même contre ça, parce que on est médium ou on ne l'est pas, on doit développer ses perceptions ou pas. Donc ça veut dire que moi, j'ai rien choisi dans ce chemin, entre guillemets. Tout s'est présenté à moi et tout a été de fil en aiguille.
j'ai beaucoup trop de gens qui disent, ah voilà, je ressens des trucs, et je voudrais faire comme vous. Mais non, parce que mon chemin à moi, il est propre à moi, ton chemin à toi, il est propre à toi, ton chemin, enfin voilà. Donc en fait, c'est de laisser faire ces perceptions, ne pas les fermer, parce que plus on va les fermer, plus on va être dans la dualité, plus on va être dans l'affront de soi-même en fait. Et quand ces perceptions, elles font partie de nous-mêmes, il faut les laisser couler. Il faut aussi accepter que l'on soit dans l'hypersensibilité. Donc ça veut dire que la relation aux autres est particulière parce que quand on est dans cette hypersensibilité, ben, on ressent les énergies des autres aussi. Et parfois, on a besoin de s'isoler. C'est pas toujours compris, ça, des autres. Hein. Ils comprennent pas que on n'a pas envie d'aller boire un verre ce jour-là, parce que ce jour-là, on en a pris plein la margoulette et que on en a marre, etc. Donc, vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est ne cherchez pas à développer plus, laissez faire les choses, en fait. Et si le chemin doit être tracé dans cette médiumnité, dans ce partage, dans cette vie, entre guillemets, avec les défunts, ça se fera tout seul. Est-ce qu'il y a eu du coup une phase numéro 3 dans ta médiumnité, une évolution particulière ensuite à la suite de cet accouchement, dans les années qui ont suivi? Est-ce que tu t'es investi un peu plus dans cette après-vie? Oui, il y a eu une phase 3 qui a été le passage dans la vie professionnelle du milieu médical, parce que moi j'ai été aide-soignante après avoir eu mes enfants. Parce qu'auparavant, je travaillais de droite, de gauche, mais sans vraiment avoir trouvé ma voie. Donc la phase 3 a été vraiment de trouver ma voie professionnellement. Et le fait d'être dans ce métier d'aide-soignante m'a permis de pouvoir développer mes perceptions médiumniques et du coup de pouvoir comprendre le processus du passage de la mort. Donc moi, j'ai orienté vraiment cette médiumnité dans l'accompagnement en fin de vie, dans le processus du mourir, dans le deuil. Enfin, très vite, j'ai été orientée vers cette option-là. Donc ça, c'est la phase 3. Et puis après, la phase 3 qui s'affine avec développement des perceptions, compréhension, comment ça se passe, ouvrir, fermer le robinet, parce que ça aussi, c'est un qui est particulier. Donc voilà. Donc tu étais auprès de personnes qui étaient en fin de vie et tu pouvais les préparer à cette fin de vie. Comment ça se passait? C'est des gens que tu sentais ouverts sur le sujet ou est-ce que tu te permettais de dire quelques mots alors c'était délicat et même au jour d'aujourd'hui c'est encore délicat parce que moi je déteste ce que j'appelle la médiumnité sauvage. Ça veut dire que je n'aime pas aller vers les gens en disant vous monsieur vous avez un défunt à côté de vous, nanana, j'ai jamais fonctionné comme ça. Donc en fait j'ai toujours été dans des services où on mourait en fait. Le truc improbable, ça veut dire que tout de suite j'étais confrontée à cette mort, même dans des services où on mourait pas. D'accord. Ça veut dire que quand je travaillais en chirurgie orthopédique, les gens venaient se faire opérer du genou, etc. Ben, ils mouraient certains. Donc ça veut dire que j'étais un peu le chat noir en fait. Non. T'étais pas le chat noir, mais t'étais au bon endroit quoi par rapport à la personne que tu es. Oui, je pense que c'était les synchronicités qui fait que voilà, je devais vivre ces expériences-là, etc. Donc ça a été la première phase, je dirais, dans le milieu médical. Après, j'ai fini ma carrière d'aide-soignante, beaucoup dans les services de soins palliatifs en EHPAD, etc., pour justement être dans cet accompagnement en fin de vie. Donc non, je ne disais pas aux gens, alors, bougez plus, il y a la lumière qui va arriver, vos défunts vont venir. Non, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais plutôt dans la présence et l'écoute de ce qu'ils vivaient, parce que les personnes qui sont dans cette phase de fin de vie vivent différentes émotions, que ce soit à travers la douleur, à travers le point aussi. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, je regrette. Enfin voilà, j'étais plutôt dans cette phase écoute. Quand je pouvais glisser des petits mots, je les glissais. Mais en fait, j'ai jamais été dans ce côté forcing. Bah tiens, vous allez vivre ça. Moi, j'ai vécu une EMI, donc vous aussi, vous allez vivre ça. Non. Ça m'est arrivé une ou deux fois de dire ce que j'avais vécu. Et parce que tu le sentais, parce que ça se prêtait au cadre. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu vois, c'est pour les gens qui peut-être s'interrogent sur le passage de l'autre côté. J'ai entendu plusieurs trucs qui vont avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le papa d'un ami qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il a vu
quelques semaines avant de mourir, il a sa sœur qui lui rendait visite. Sa sœur qui est décédée quand ils étaient tout petits. Donc lui, il est décédé à 60 ans passés. Donc ça faisait des années que sa sœur était décédée. Je ne sais même pas s'il avait vraiment beaucoup connu quand il était petit. Mais là, elle était là et j'ai l'impression que c'est une histoire que j'ai une fois de plus entendue plusieurs fois. C'est-à-dire que les minutes, les heures ou les jours avant de décéder, qu'on reçoive la visite de proches. Tu l'expliques ça? Oui, oui, oui. Enfin, je l'explique avec mes mots à moi et avec ma compréhension à moi, parce que de ce que j'ai pu observer justement dans ces phases de départ, c'est que on a ce que moi j'appelle les énergies de passage qui se mettent en place quelques jours, quelques semaines avant la mort de la personne, et ça se met en place dans la pièce où il se trouve. Donc, ce qui veut dire que les énergies de passage, il faut s'imaginer comme si c'était un vortex dans la porte des étoiles, Stargate, là où tu as le truc qui s'ouvre comme ça. Et en fait, moi, c'est ce que je voyais avec, avec mes yeux de médium, en fait, où je voyais en fait cette sorte de nébuleuse qui était installée dans la pièce. Et c'est ce qui fait que souvent, on a des mourants en fin de vie qui vont tout le temps figer leur regard à droite, à gauche, au-dessus, etc. C'est parce que quelque part, leur regard est attiré par ce vortex qui est là, qui est présent. Et dans ce tunnel, le vortex, on l'appelle comme on veut, mais dans ce passage, en fait, les défunts vont faire des allers-retours comme ça. Et c'est ce qui fait que les mourants, dans cette phase de fin de vie, vont avoir la visite de leurs défunts qui vont commencer petit à petit à les accueillir de l'autre côté. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'on a des personnes en fin de vie parfois qui vont reconnaître leurs défunts, qui vont dire, bah, tiens, j'ai maman qui est venue me voir, etc. Et parfois, on a des personnes en fin de vie qui ne reconnaissent pas leur défunt. Donc, c'est OK, quoi. Je veux dire, dans le processus spirituel, ça se met en place. Qu'on les reconnaisse ou qu'on les reconnaisse pas, on est accompagné en fin de vie. Donc, dans ta compréhension, parce que c'est vrai que c'est important aussi de mettre des mots comme ça, comme tu le faisais, de dire que, on a tous une sensation, qu'on soit médium ou non, on a tous une interprétation, ça passe à travers notre filtre, en fait, tout ce qu'on ressent. Et donc, dans ta compréhension à toi, ce que j'entends, c'est que, en fait, quand on meurt, on dit souvent la phrase « je meurs seul », on meurt seul, quoi. En fait, c'est faux. Ouais. C'est-à-dire que quand on meurt, il y a des gens qui sont là pour nous, qui nous accueillent, un peu comme quand on est accueilli lors d'un accouchement par toute une équipe médicale. Il se passe un peu la même chose. C'est exactement ça, en fait. Tu as un processus spirituel qui se met en place et qui fait que la personne qui est en fin de vie n'est pas seule. Alors moi, j'en ai accompagné des gens seuls, vraiment, en tant que famille, qui n'avaient plus de famille, qui étaient dans la solitude. J'en accompagne malheureusement encore au jour d'aujourd'hui dans les funérailles. Mais je suis toujours scotchée par l'énergie ambiante, le côté, comment dire, où vraiment la personne, elle est seule, mais elle n'est pas seule. Parce qu'il y a toutes ces invisibles qui sont là. Alors, il y a les défunts de la famille de cette personne, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des énergies que moi, je nomme comme des guides de passage. Ça veut dire que ce sont des énergies qui sont un peu spécialisées, comme les sages-femmes, en fait, qui sont spécialisées dans ce passage et qui sont là pour accompagner les défunts, etc. Ça, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai intégré le milieu funéraire. Quand j'étais aide-soignante, je restais dans cette phase d'accompagnement en fin de vie, mort, stop, ça s'arrêtait là. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait après. Je ne savais pas spirituellement, énergétiquement ce qui se passait après. Et en fait, j'ai découvert que ces énergies de passage, elles sont là quelques jours, quelques semaines avant, pendant et 3-4 jours après le passage de la mort. Donc ça veut dire que ces allers-retours comme ça, elles vont être effectives pendant quelques jours avant, pendant et après. Ce qui peut être un peu rassurant pour les gens qui ont peur de la mort, mais qui sentent qu'il y a quelque chose derrière, c'est de se dire on va pas être perdu, on va pas être. Après, attention, parce que, pas attention d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot qui n'a rien à voir dans cette phrase que j'allais dire, mais c'est qu'en fait, souvent, moi je trouve que la mort, elle fait plus peur aux proches. Enfin, t'as tout le temps peur et la profonde tristesse de plus jamais voir l'autre. Ouais. Mais tu vois, sur les morts que j'ai côtoyés, bon, j'en ai pas côtoyé beaucoup, mais sur les gens qui allaient décéder, de type mes grands-parents, tout ça, j'ai pas senti une peur
Peut-être parce que c'était des gens vieux aussi et qui avaient déjà. Non, mais c'est vrai. Peut-être que c'était déjà des vieilles personnes qui avaient vécu. Mais tu vois, peut-être pas propre à une chacun. peur. Ouais, je sais pas. Mais... Mon grand-père, il a 87 ans et je sais qu'il a hyper peur depuis toujours. Il a super peur de mourir. Et c'est marrant parce que mon grand-père, pour l'anecdote, il a un cœur monté à l'envers, c'est-à-dire que le bas du cœur est en haut et le haut est en bas. Enfin voilà. Je savais pas. Il y a un truc, une malformation. Ouais, c'est une malformation. Et en fait, quand le médecin l'a vu quand il avait 5 ans, un truc pour les premiers tests, et ils ont dit à sa mère, quoi, et à son père, bon, bah voilà, cet enfant, en gros, vous attachez pas trop, quoi. Il en a pour quelques mois. Il lui avait donné, je crois, maximum jusqu'à ses 9 ans, quoi, avant qu'il meure. Et aujourd'hui, il a 87, t'imagines? Mais il n'empêche qu'il a super peur de la mort. Mais c'est vraiment différent des personnes à une autre, des vécus aussi, selon les expériences que chacun a vécues vis-à-vis de la mort. On a des familles qui sont foudroyées plein de fois par la mort et du coup, ça devient comme une peur, une angoisse. C'est marqué négativement dans la famille. Donc, du coup, la personne qui est en fin de vie, ça va être vraiment de grosses appréhensions, etc. Et puis, on a des personnes chez qui toute leur vie, ça a été un peu la philosophie on va tous mourir de toute façon, etc. Donc, du coup, en fait, c'est ce que j'explique un petit peu au jour d'aujourd'hui, c'est tout dépend de comment on va intégrer la mort dans sa vie, quoi. Plus on va la rejeter, plus on va la renier en disant mais non, ça n'existe pas, ou plus tard possible, et plus on va être dans une forme de déni, en fait. Et malheureusement, on va tous mourir. Enfin, je veux dire, c'est une obligation. Justement, est-ce que ça joue ce déni pour quelqu'un qui refuse quelque part la mort, que ce soit conscient ou non? Est-ce que du coup, une fois qu'on meurt, parce qu'on est obligé de passer par là, est-ce que ça peut nous jouer des tours? Est-ce qu'on peut être bloqué? Tu parlais du 6e sens au tout début de notre échange. Est-ce que ça existe, ce genre de personne qui ne sait pas qu'il est mort et qui continue à habiter un lieu? Enfin, une fois de plus, selon ton ressenti à toi? Alors oui, ça va exister. Alors, tout est une question de lâcher prise. Alors, au jour d'aujourd'hui, le mot lâcher prise est un peu galvaudé, parce que c'est un peu la mode du développement personnel et tout, donc on en parle un peu à foison dans toutes les sauces. Mais moi, je me suis rendu compte en accompagnant la fin de vie que le vrai lâcher prise, il va être au moment de la mort, quoi, en fait. Donc du coup, on a des personnes chez qui on va retrouver ce manque de lâcher prise quelque part. Et de l'autre côté, ils vont rester cantonnés un peu dans ce côté ah non, je vais pas dans la lumière parce que j'ai peur de ce que je vais y trouver, etc. Donc oui, on a certaines âmes qui vont, mais bon, dans la plupart du temps quand même, le lâcher prise vient quelques semaines, quelques jours après le départ. D'accord. Et alors, donc, c'est OK. Et alors, du coup, pour ton travail, déjà peut-être qu'on peut parler des pompes funèbres que tu gères aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Où est-ce qu'on te trouve? Peut-être ce serait intéressant pour les gens. C'est le moment pub. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Au-delà d'une vie, puisque, étant donné que j'ai créé mes pompes funèbres, j'ai créé une ambiance et une philosophie autour de tout ça. Donc, le titre en découle, Au-delà d'une vie. Et on se situe à Saint-Malo et à Cancale. En fait, on a 2 agences. D'accord. Et dans l'accompagnement que l'on souhaite faire aux familles, on est vraiment dans cette philosophie de cocooning, en fait, et de pouvoir donner des rituels, des idées de rituels aux familles pour qu'elles puissent, lors des funérailles, accompagner leurs défunts aussi au mieux. Donc, est-ce que tu as des exemples de rituels que peut-être, ça ne veut pas dire que tu fais ça à chaque fois, parce que ça, c'est des choses qui se font main dans la main. C'est le principe d'un exemple, oui. Mais oui, bon, mais qu'on puisse avoir une idée de ce qu'on ne trouverait pas ailleurs, par exemple. Par exemple, nous, on aime beaucoup, surtout lorsque ce sont des cérémonies civiles, donc c'est-à-dire des cérémonies qui ne sont pas religieuses. On aime beaucoup faire le rituel des rubans, c'est-à-dire qu'on va demander aux familles de mettre un ruban sur la poignée du cercueil, etc. Pourquoi pas eux aussi garder un ruban, et c'est le symbole du lien entre eux et leurs défunts qui va continuer malgré la crémation, etc. Après, on aime beaucoup mettre des origamis. Donc, on aime beaucoup mettre des origamis en forme de papillon, en forme de bateau, etc. Comme ça, les gens qui ont du mal à exprimer leur amour, en fait, vis-à-vis de leurs défunts, peuvent écrire sur ce petit origami
et le poser sur leur défunt. Et en fait, ça suit partout. L'origami va rester dans le cercueil, etc. Enfin, voilà. Puis on a plein d'autres petits rituels dans le sens où on est hyper créatif avec mon mari. Donc, du coup, on est assez farfelu aussi. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va créer des emblèmes personnalisés pour mettre sur le cercueil. Enfin, voilà. Oui, vas-y. Pardon. Et Christelle, attends, j'aimerais savoir, est-ce que parfois, il y a des gens qui savent qu'ils vont décéder et qui viennent te voir pour te dire, moi, j'aimerais telle chose, tu vois ce que je veux dire, qui préparent leur funérailles? Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, c'est pas encore hyper souvent, mais ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui a dit à sa famille, en l'occurrence, je veux que ça soit elle qui s'occupe de mes funérailles, etc. Donc oui. Ce que je retrouve beaucoup, ce sont des familles, par exemple des personnes qui sont allées me voir en conférence, etc., qui perdent leurs proches et qui viennent nous voir aux pompes funèbres parce qu'elles savent où est-ce que je suis, etc., et qu'elles veulent un accompagnement vraiment personnalisé pour elles, vivantes, et pour leurs défunts aussi. Et étant donné que tu es médium et que beaucoup de gens le savent aussi quand ils viennent te voir, pas tous, mais certains le savent. Pas tous. Est-ce qu'il y a quand même des demandes en ce sens? Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent quand même, est-ce que vous voyez la personne proche que je viens de perdre? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous savez si tout va bien? Est-ce que vous pouvez aider son passage? J'ai des trucs assez... Enfin, moi, je dis, j'ai des expériences de fou, en fait. J'ai des personnes qui viennent dans mon agence de pompes funèbres. Déjà, dans un premier temps, parce qu'elles veulent des pompes funèbres. Hein, donc, voilà, elles poussent la porte parce qu'elles sont attirées par le nom, parce qu'elles sont attirées par la vitrine aussi. On a une vitrine qui est un peu atypique et qui n'est pas pompe funèbre. Donc, du coup, voilà, dans un premier temps, les personnes viennent comme ça. Et j'ai l'exemple, il n'y a pas très longtemps, d'une dame qui vient à mon agence de pompes funèbres sous les conseils de son voisin, etc., qu'on a accompagné aussi sa défunte. Et elle vient chez nous et tout le long, elle me branche, sans savoir qui je suis, elle me branche sur de toute façon, mon mari, je suis sûre qu'il nous regarde de l'autre côté, je suis sûre qu'il se fend la poire quand il nous écoute en train de préparer ses funérailles et tout. Et à la fin, je le fais jamais ça, mais là, c'était propice à ça. Alors, à la fin, je dis, écoutez, je vais vous donner mon livre. Et je lui donne mon livre, La passeuse d'âme. Puis elle me regarde, elle me dit, je la connais, Christelle Dubois. J'ai lu tous ses bouquins et tout. Et je la connais par Stéphane Alix parce que Stéphane Alix, je suis abonnée à l'INRES, machin. Enfin bref, elle me fait tout le speech et je la regarde, je dis, vous êtes sûre que vous connaissez Christelle Dubois? Bah oui, j'ai lu ses livres. Je l'ai, son livre, La passeuse d'âme. Vous connaissez physiquement Christelle Dubois? Ah ouais, je pense que je les reconnaîtrais. Je dis, écoutez, je suis devant vous et vous me reconnaissez pas. Elle est devenue toute verte, toute blanche. Les larmes lui sont montées parce qu'elle me dit, mais purée, je suis venue chez vous par hasard. On m'a dit que vous étiez gentille, que vous étiez bien et tout. Et vous êtes Christelle Dubois. Parce qu'en fait, mes pompes funèbres sont non au-delà d'une vie. C'est pas relié à Christelle Dubois forcément, en fait. Et puis, on a aussi un nom de famille qui est le nom de famille de mon mari, qui a été qui n'est pas Dubois. Du coup, les gens ils viennent chez nous vraiment par hasard. Et là, on se dit, mais purée, ça va au-delà de la matière, quoi. Je me demande si les défunts là-haut, ils font pas en sorte de dire, faut aller chez elle, et ils font en sorte par synchronicité que leur famille vienne chez nous, quoi. Donc j'ai plein d'histoires comme ça. Par contre, j'en ai de plus en plus de gens qui viennent chez moi par hasard, qui connaissent mes livres, qui connaissent mon travail et qui me reconnaissent pas forcément physiquement, parce qu'en plus j'ai changé de couleur de cheveux. Enfin bref, je fais en sorte d'être assez discrète aussi. Donc, du coup, mais attends, par hasard. Attends, mais t'es Christelle Dubois en fait? Attends, mais depuis le début, c'est Christelle Dubois? Mais c'est un truc de ouf, c'est une coïncidence de malade. Je savais pas, sinon j'aurais mis une cravate. Mais Christelle, ça permet de rappeler, on peut parler déjà de ce livre, La passeuse d'âme, on en avait parlé à l'époque à la radio. C'est vrai que s'il y a des gens qui ont envie de te lire aussi, c'est possible, même si on ne fait pas ce podcast pour ça, mais je sais que c'est des sujets qui peuvent toucher de manière très profonde et interroger aussi plein de gens. Donc voilà, on a fait la promo de ton agence, de ton livre, et tu nous disais aussi que tu sortais un CD de titres. Le mec bloque. Alors oui, je me lance dans la musique. Surtout un CD de titres, le truc si vieux. J'ai vraiment des blagues de avant, d'un autre temps, quoi.
En tout cas, Christelle, c'était super d'échanger avec toi. Moi, je voulais juste, j'ai deux petites questions pour terminer. Déjà, bon, même si je t'ai demandé à demi-mot tout à l'heure, mais lors des funérailles, toi, tu peux voir quand même des personnes décédées. Est-ce que tu vois des gens qui assistent à leurs propres funérailles ou est-ce que tu les sens quelque part? Oui, et j'ai tendance à dire que ça arrive même à 90% en fait, hein. Donc ça D'accord. veut dire que j'entends et je vois l'âme du défunt assister à ses funérailles. Alors, il n'est pas là pour regarder qui est là, qui pleure pas, c'est pas du tout ça. C'est vraiment les éloges funéraires, par exemple, les textes qu'on va lire, etc. L'âme, en fait, il faut savoir qu'elle est devenue une vibration de l'autre côté. Enfin, c'est difficile à expliquer qu'est-ce qu'une âme, en fait, mais l'âme de l'autre côté, elle est devenue une vibration, et quand on va lire un texte avec une émotion, avec une intention, etc., l'âme, elle va la recevoir, en fait. Elle va la recevoir en pleine face, hein. Elle va reprendre l'énergie, recevoir l'énergie qui lui est lancée. Donc, à 90%, je vois l'âme des défunts assister à leurs funérailles. Alors, il y en a qui rouspètent, parfois, pour ceux qui sont encore très terrestres. Ouais. Il y en a qui sont hyper dans l'émotion parce qu'il y a des choses très belles qui sont dites. Il y en a, je vais les voir succinctement, c'est-à-dire je vais les voir 3-4 minutes pendant la cérémonie et je ne les verrai plus. D'accord. Il y en a certains où je les vois tout au long de la cérémonie et après. Ok. Donc ça, c'est un peu moins rigolo. Mais voilà, je les vois. Est-ce que tu crois que ça fait partie justement de l'acceptation? Enfin, on en parle souvent parfois de ces âmes qui n'arrivent pas à partir, en fait. Est-ce que tu crois que ça dépend de ça? Oui, parce qu'on a certaines âmes. Faut pas rêver, hein. Quelqu'un qui a été très matérialiste dans sa vie, qui a été beaucoup dans la matière, qui aime sa maison, qui aime ses affaires, etc. De l'autre côté, il va falloir un petit temps pour lâcher prise, justement, pour enlever ce côté matériel. Et c'est là où, effectivement, la grande problématique, c'est que ces âmes, elles vont être rattachées pendant un certain temps aux vibrations terrestres et du coup, elles vont avoir du mal à s'élever dans les sphères. Donc, oui, on en a quelques-unes quand même qui sont comme ça. On n'est pas encore dans les phénomènes d'antise, hein. C'est encore autre chose, Ouais. c'est qu'ils viennent hanter leur lieu. Mais parfois, on a des défunts qui ont ce besoin de rester aussi auprès de leurs proches, qui sont très anxieux pour leurs proches. Mais là aussi, ça va dépendre de quel état d'esprit ils étaient sur Terre. Quelqu'un de très anxieux, de l'autre côté, va rester encore quelque temps anxieux parce qu'il faut du temps pour que ça se détache, il faut du temps pour que ça puisse revenir à un état un peu plus spirituel. Donc voilà, des fois, on a des âmes qui ont ce besoin de rester aux côtés de leurs vivants. On a des âmes qui ont besoin encore de rester dans leur maison. Enfin voilà, on va retrouver encore ces cas de figure-là. Bah justement, ça va avec du coup ma dernière question qui était vraiment liée à tout ça aussi. Je me demande, on avait fait un podcast aussi avec Peggy, une médium qui est dans le coin, qui est pas très loin, avec qui on avait passé aussi un super moment. Mais j'aimerais bien avoir des mots de toi aussi là-dessus, à savoir nous, tant qu'on est terrestre encore, tant qu'on est vivant, est-ce qu'on peut aider justement la personne qui vient de décéder par des pensées, par des énergies qu'on envoie à travers ce qui se passe dans notre tête quand on pense à cette personne? Parce que tu vois, tu parlais de la cérémonie à l'enterrement. C'est sûr que lire un beau texte et tout, il y a une émotion qui va avec. C'est pour ça que sûrement que c'est reçu de l'autre côté. Mais cette émotion, on peut la voir aussi au quotidien en pensant à l'ami, l'enfant, le parent qu'on a perdu. Cette émotion-là envoie sûrement un message qui a un impact. Bien sûr. Ça, c'est le titre de mon prochain livre qui sort à la fin d'année, justement, où je vais donner un peu la clé de comment accompagner nos défunts au quotidien à travers des petits rituels, à travers des petits trucs qu'on peut faire. Génial. Donc, effectivement, quand on est vivant, on a un rôle aussi à jouer pour accompagner nos défunts, que ça soit au quotidien, que ça soit au moment de leur départ. Enfin, voilà, il y a effectivement, nous, vivants, on a un rôle très, très important à faire pour eux. Qui est par la pensée, qui est par le lâcher-prise aussi, parce que plus nous, vivants, on va lâcher prise, plus eux, de l'autre côté, ça va les aider à lâcher prise eux aussi. Et ça veut dire quoi, lâcher prise dans ce cas-là? Je veux dire, est-ce que c'est ne pas retenir la personne, c'est-à-dire ne pas refuser la réalité, ne pas être tout le temps en train de se ressasser de non, il n'aurait pas dû mourir, il était trop jeune, ou non, il me manque trop? Ça en fait partie, effectivement. Ça en fait partie. Par contre, c'est un mot qui est facile à utiliser, mais
c'est au-delà d'un mot, c'est une émotion, c'est une résilience, vraiment. Le lâcher-prise, quand on est endeuillé, c'est réellement une résilience. Donc, être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et être dans l'acceptation que l'autre ne sera plus. C'est-à-dire qu'il est au-delà, même si on a plein de croyances avec l'au-delà, etc. En tant que physique, il est plus là. Donc, ça veut dire que il faut être dans la résilience, que plus rien ne sera comme avant, mais qu'il faut réadapter cette vie, réapprivoiser sa vie, en fait. Il faut réapprivoiser sa vie avec l'autre, avec son absence, mais sa présence à la fois qui est spirituelle. Donc, voilà, c'est ça le lâcher-prise, et c'est pas facile à donner une vraie définition au final, parce que ça va au-delà des mots. Moi, je te trouve assez douée, mais bon. Ouais, et puis je pense que le mieux pour comprendre, ce sera d'acheter ton livre, Instant Promo numéro 2. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir les livres de Christelle en livre de chevet. Même si vous n'êtes pas capable de la reconnaître dans la rue, tout ça parce qu'elle a changé de couleur de cheveux. Non mais je vous jure, vous. Mais j'ai quand même été reconnue avant-hier en cérémonie, parce que j'ai des lunettes aussi, parce que je deviens bigleuse avec le temps, bien entendu. Je croyais des lunettes un peu de star à la Maître Gims. Ouais, c'est clair. Je suis obligée d'avoir mes lunettes de vue et tout. Donc l'autre jour, j'étais en cérémonie, blonde, les cheveux en pétard, avec mes lunettes. Et j'ai quand même été reconnue. Bon, moi, c'est pareil. On en parlait hors podcast tout à l'heure vite fait, mais j'ai découvert un peu de ton histoire grâce au livre de Stéphane Alix qui s'appelle Le Test. Pour ceux qui veulent le lire aussi, c'est super comme entrée en matière, ce livre de Stéphane Alix, où en fait, il a fait une expérience assez particulière, puisque quand il a perdu son papa, il s'est dit je vais cacher des choses dans le cercueil de mon père, et puis je vais aller interviewer des médiums. Alors, il te connaissait déjà un peu, je crois, Stéphane Alix. C'était un petit peu de par les expériences que j'avais fait avec les comateux, avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui à l'époque traitait le sujet. Donc Stéphane avait déjà entendu un peu parler de moi, mais il me connaissait sans plus. C'était pas plus que ça. Et donc, du coup, il a fait plein de tests avec des médiums et il a sélectionné les plus révélateurs pour lui. Ouais, c'est ça, il a fait un best-of des médiums qu'il a gardé dans son livre. Et dans le best-of, moi, je me souviens que la personne qui m'a le plus bluffé, c'est toi. Puisque dans son test qui consistait à essayer de faire deviner au médium ce qu'il avait caché dans le cercueil de son père, et à aucun moment il disait qu'il avait caché des choses, donc ça allait vraiment très loin. Toi, tu fais partie des gens qui direct mettent les pieds dans le plat sans même s'en rendre compte. Oui, c'est ça. En 3 phrases, quoi. C'est bonjour, voilà, et puis clac, clac. Enfin, c'est assez hallucinant ce qui se passe. Donc voilà, je fais aussi un teasing et du coup de la promo aussi pour les livres de Stéphane Ça vous fera de la lecture, Et en même temps, tant qu'on est dans la promo, il y a le nouveau petit Spirou qui est sorti. Voilà. Et Retour vers le futur, c'est pas mal. C'est tout qui part dans tous les sens. Christelle, en tout cas, c'était vraiment trop bien de t'avoir avec nous dans ce podcast. Moi, j'ai trop hâte d'aller à Saint-Malo et de venir me faire payer l'apéro chez toi pour rencontrer ton mari. Mais avec grand plaisir. Et puis, oui, parce qu'à la base, on voulait venir pour de vrai, mais c'est que c'est un peu compliqué pour l'instant. Ça fait une trotte. On attend que ce podcast cartonne un peu, et puis on passera de la caravane à un vrai camion aménagé. On sillonnera, j'allais dire, les routes de Francie. Mais ça se dit, ouais, c'est ça. Ouais, ça se dit, c'est un mot français. Bon, super, trop bien. Christelle, on te fait des gros bisous et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi aussi, un grand merci à vous deux, encore une fois, pour cette invitation qui était super. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast qui s'appelle J'y crois pas et que vous retrouverez une fois par mois. Ouais, dans le podcast Le Plein de Sens, parce qu'il y a forcément un lien entre sens et spiritualité. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé, et si vous avez détesté, protestez en mettant genre 5 étoiles. Ça pourrait être sympa. Ah ouais, c'est pas mal. J'y crois pas. Au revoir.